Je vous remercie de votre attention et écoutez, je vais repasser la parole à Eva en arrêtant mon partage d'écran. Voilà, le son. Voilà, pardon. Écoutez, merci beaucoup, Pauline. Comme le temps file, en fait, je demanderai à tout le monde s'il vous plaît, garder vos questions pour la fin pour qu'on puisse enchaîner immédiatement avec le panel. Sylvain, à toi la parole. Oui, absolument. Ben, en fait, donc merci beaucoup pour cette présentation, Pauline. Pour ce panel, on va parler avec Louis Jacob et Catherine Langlais. Donc, je vous laisserai présenter les deux recherches en priorité, Louis et Catherine. Et ensuite, je vous propose, j'ai des questions qui vont rassembler plusieurs des présentations. Je vous propose de prendre les questions comme ça, les questions pour l'ensemble des participants. Alors, Louis ou Catherine, je vous laisse. Je donne la parole. Catherine, à toi. L'angoisse du choix. Alors, merci Pauline pour cette présentation. Moi, je vais vous parler d'une situation un peu différente, c'est-à-dire que mon terrain est devenu virtuel en cours de recherche, mais je trouve ça très intéressant parce que je pense que toutes les phases à travers lesquelles tu es passée, j'y suis arrivée juste en accéléré. Donc, le cadre initial de la recherche tel que le présentait Eva, c'est une recherche qui se penchait sur le processus et les effets d'une résidence d'écrivain en milieu scolaire, donc post-secondaire, avec un projet de médiation culturelle qui se présentait principalement sous la forme d'un spectacle littéraire multidisciplinaire comme projet de sortie de résidence. Et la problématique de recherche dans ce cadre-là se construit autour des notions d'intérêt pour la littérature des étudiants qui sont mobilisés par la participation à un projet créatif collectif et la construction de la citoyenneté culturelle à travers les différentes activités de médiation, c'est-à-dire une communauté qui serait riche de sens au cégep à travers la résidence. Puis dans un deuxième temps, la recherche vise également à documenter le processus de résidence pour contribuer au déploiement pérenne d'un programme de résidence d'artistes au cégep. Donc, la résidence commence début février et arrive à la mi-mars, le confinement, qui intervient donc au tiers de la résidence d'écrivain. Et Artenzo opte donc à ce moment-là pour la transition de la résidence vers une plateforme numérique pour la poursuite du projet. Il y a donc la création fin mars d'un groupe Facebook qui s'appelle la résidence d'écriture virtuelle de Frédéric Garry-Comeau. Le groupe est public et ouvert à tous et comptera environ 180 membres pendant le projet. Donc, il y a des questions et beaucoup de défis qui se posent pour la recherche à ce moment-là. La première qui est toute simple mais fondamentale, qui est de savoir est-ce que la recherche peut se poursuivre malgré le changement de terrain. Et ça fait allusion, je crois, à ce que Pauline présentait comme la perspective de rupture ou de continuisme. Donc, d'une part, la virtualité de la résidence dans sa nouvelle mouture ne permet pas de maintenir le cadre qui a été préalablement circonscrit pour la recherche qui devait se passer au cégep, évidemment. Pourtant, le projet de résidence d'écrivain est maintenu. Donc, comme le projet artistique de Frédéric Garry-Comeau se poursuit, c'est-à-dire que lui continue de rédiger sa création littéraire et que le projet de médiation culturelle, même s'il se transforme, pourra quand même prendre place sous forme de partage et d'échange au sujet du processus créatif sur le groupe Facebook. Je conçois donc la résidence en ligne comme la poursuite du projet à amorcer et estime dans ce cadre-là qu'il est possible de poursuivre la recherche sur le terrain virtuel. Je pourrais donc dire qu'à ce moment-là, le processus de la transformation de la résidence d'écrivain et de l'effet de cette transformation sur l'intérêt et la participation de la communauté collégiale au projet s'insère dans mon objet de recherche. Le projet de recherche se module donc par rapport à cette transformation-là. Puis là arrive un deuxième temps qui se résume à « mais comment fait-on de la recherche sur Internet? » D'abord, il s'agit d'un défi pour moi. J'ai aucune expérience préalable de la recherche sur Internet. J'ai peu de repères théoriques, méthodologiques et éthiques au moment de cette transition-là. Et accessoirement, je n'ai même pas de compte
Facebook personnel, là où prendra place la résidence. Donc, j'ai quand même un petit retard à rattraper. J'aborde donc un champ foisonnant de recherche à ce moment-là qu'il me faut parcourir très rapidement, c'est-à-dire 2-3 semaines, pour repérer les principaux éléments de l'élaboration d'un cadre éthique de la recherche pour ce terrain spécifique-là, les différentes approches méthodologiques, donc l'ethnographie en ligne, l'ethnographie, arriver à faire un peu le ménage ou avoir une compréhension des différents enjeux présentés par Pauline. Et dans un troisième lieu, les éléments théoriques et conceptuels nécessaires pour faire sens de ce qui sera observé. Le principal défi au moment où l'observation commence, c'est que l'adaptation du cadre de la recherche se déroule en même temps que le début de l'observation sur le terrain virtuel parce que la résidence, elle, n'arrête pas et se poursuit. Comme j'ai pas le temps de rédiger une grille d'observation telle que le propose Pauline, qui m'apparaît une bonne pratique. J'adopte donc une démarche ethnographique très, très large en ouvrant la focale d'observation pour essayer d'avoir une vision d'ensemble de ce qui se déroule, pour essayer de rattraper au fur et à mesure le terrain. D'une part, le processus de transformation de la résidence ainsi que la mise en place et le déroulement de celle-ci sur Facebook font l'objet d'observations, d'échanges informels avec l'équipe d'Artenzo et surtout de prise de notes. J'ai opté pour la technique du journal de bord pendant cette observation. Puis, donc, c'est ça, comme au moment de l'observation, le cadre théorique est parcellaire. Il y a des questions qui se posent auxquelles je n'ai pas réponse pendant que je fais mes observations, même pas de référent. Donc, sur la question de comment le groupe Facebook définit et organise les contributions possibles et donc comment agiter à titre de dispositif. La question aussi de comment se rapportent les membres de la communauté collégiale au groupe, quels sont les usages qui en sont faits. Et dans un dernier temps, qu'est-ce que la participation dans ce cadre, en fait, et comment définir ça, soit à l'aune de ce que nous propose Facebook, des marqueurs de la participation, ou à l'aune d'un regard qui serait plus ethnographique et plus scientifique, en fait, par rapport à ce que moi, je veux pouvoir en dire ou en voir. Donc, je vais aussi adapter ma collecte de données. Évidemment, il y avait des questionnaires qui avaient été prévus pour les activités de médiation en présence et je vais plutôt choisir de m'appuyer sur l'observation des interactions au sein du groupe Facebook, à la fois, bon, évidemment, les réactions, les commentaires, mais aussi tout ce qui se passe en coulisses, les échanges avec Sarah qui accompagne la résidence d'écrivain, les interactions en message privé avec les étudiants. Par contre, j'ai exclu de mon étude les profils individuels. Je me suis concentrée vraiment juste sur la page puis les échanges qui avaient lieu sur le groupe Facebook. Je vais choisir de maintenir aussi des entretiens avec les membres de la communauté collégiale via Zoom pour avoir justement plus d'informations sur les usages puis les perceptions. Par contre, je dois dire que le recrutement a quand même été difficile à la fin du projet. C'était la fin du confinement. La session avait été très difficile. Donc, j'ai eu accès à moins d'informations que ce que j'aurais voulu. Puis là, ben, j'en suis rendue au moment de l'analyse, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus à ce moment-ci, mais je peux quand même poser que c'est un défi de maintenir la cohérence supposée au départ de la continuité du projet parce que les participants avec qui j'ai réalisé des entretiens opposent beaucoup les deux moments de la résidence en les comparant. Je pense qu'on ne peut pas exclure le contexte du confinement qui a vraiment été vécu comme une rupture. Donc, je pense que ça transparaît en fait dans les échos que m'en donnent les participants à travers les entretiens. Donc, c'est ça. J'ai l'impression que leur expérience est finalement comme un peu effacée derrière l'interface des écrans qui ont médié nos vies pendant toute cette période. Donc, voilà, ça fait un peu le topo de la recherche qui m'occupe en ce moment. Merci beaucoup, Catherine. Effectivement, on voit là, on a une deuxième recherche, une deuxième approche des terrains numériques, des nouvelles questions, des nouveaux défis, mais aussi déjà des pistes et des liens avec ce qu'on a entendu précédemment. Louis, je te donne la parole maintenant pour me présenter ta recherche et la question de la méthodologie numérique. Oui, merci beaucoup. Merci d'abord, Pauline, parce que j'ai bien apprécié ton exposé qui mettait bien la table pour la discussion. Je vais essayer d'être bref. Je vais vous présenter en quelques mots une recherche à laquelle je participe avec Catherine, avec Raquel Cruz et Clara Derry sur les résidences d'artistes avec médiation culturelle. Donc, ce sont des artistes reçus, par exemple, dans une bibliothèque municipale qui s'adonnent à des activités de médiation culturelle
avec d'autres intervenants. C'est une initiative, cette recherche-là aussi est une initiative de Artanso qui a commencé en janvier dernier et qui a dû passer une phase très intense de remise en question, évidemment, à la mi-mars. Donc, nous avions sélectionné 5 résidences d'artistes. On avait commencé à faire des observations in situ, en présentiel, comme on dit maintenant. On avait commencé à faire des entretiens, on avait présenté notre projet. Il s'agit d'une recherche de type partenariale et réflexive qui demande la participation des intervenants à la conception même de certains des paramètres de la recherche. Donc, tout ça a été profondément bousculé par la pandémie et les mesures de santé publique. Et on s'est rapidement aperçu que ce n'était pas seulement les activités de médiation culturelle, les processus de création et de diffusion artistique qui étaient mis à mal par la pandémie, mais ça nous a forcé, nous, à revoir aussi nos méthodes. Mais vous comprenez qu'on n'est pas ici dans la même situation que la recherche dont vient de parler Catherine, ni celle de Pauline. Ici, on misait beaucoup sur l'échange, les interactions hors ligne. Et ça a entraîné un profond questionnement de la part des chercheurs et des partenaires aussi sur qu'est-ce que la médiation culturelle, si elle ne s'opère plus qu'en ligne, qu'est-ce qui est gagné, qu'est-ce qui est perdu, qu'est-ce qui change. Donc, ça repose des questions fondamentales sur la présence et la coprésence de l'artiste et des publics auxquels on destine son travail. Ça repose des questions fondamentales sur en quoi consiste une rencontre dans les réseaux culturels et artistiques, en quoi consistent les échanges dans un contexte comme celui-là. Donc, on avait commencé à faire quelques entretiens. Ils se sont poursuivis en ligne. Faire un entretien en ligne, c'est parfaitement faisable. Ça ne remet pas fondamentalement en question la problématique de la recherche. Par contre, aller à la rencontre des publics, par exemple, ça devient beaucoup plus compliqué. Ce qui, dans notre cas, se complique également, c'est tout le volet qui relève de la recherche en archives. Si on n'a pas accès aux lieux même où sont, lorsqu'ils ne sont pas en format numérique, les lieux même où sont conservés, la littérature grise des organismes qui nous intéressent, mais ça complique un petit peu, ça complique un peu notre travail. Heureusement, Artanso va prolonger notre mandat, donc on pourrait, si nécessaire, faire des observations quand ce sera possible. Mais ce qu'on va surtout faire, je crois, c'est relancer une série d'entretiens avec les artistes, avec les médiatrices, avec les différents intervenants. Éventuellement, on va tenter de joindre des participantes, des participants, donc des gens du grand public qui ont quand même bénéficié de certaines de ces activités-là, même si on est dans l'après-coup et même si on est longtemps après les activités elles-mêmes, ça peut revêtir un certain intérêt pour la recherche puis les analyses qu'on va en tirer. Tout ça est favorisé par beaucoup d'organismes et de médiatrices, de médiateurs et d'artistes qui eux-mêmes font des efforts pour migrer en ligne d'une certaine façon. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans bien des cas, sur les 5 projets qu'on a observés, il y en a qui tout simplement tombent à l'eau, qui sont remis à plus tard ou qui ont cessé leurs activités. Dans certains cas, on a tenté de trouver des équivalents ou on a tenté de transposer les activités en ligne avec plus ou moins de bonheur. Et j'essaie de conclure là-dessus, disons que l'équipe de recherche est un petit peu dans l'expectative, dans l'incertitude, un peu comme l'ensemble des réseaux culturels et artistiques qui ne peuvent pas, tout simplement, pas migrer en ligne comme si de rien n'était.
Sylvain, je ne sais pas comment tu comptes procéder maintenant. Moi, j'aurais quelques questions à adresser à Pauline. Alors moi, j'allais vous proposer, merci beaucoup Louis pour la présentation de ce projet. On voit aussi des défis majeurs quand on doit assurer une transition. J'allais vous proposer que nous gardions nos micros ouverts tous les trois, Pauline, Louis, Catherine et moi. Dans un premier temps, je voulais m'arroger la première question, mais je peux te la laisser, Louis. C'est vraiment une formule de discussion libre. On prend un peu de temps pour démarrer ça et je vous encourage tous, le public, toutes les autres personnes qui sont présentes en ce moment, à poser vos questions via le chat. Je les prends en note et je pourrai les envoyer ensuite. Alors Louis, je te laisse la première question. Bon, je m'attendais à ce que tu poses la première, mais voilà, j'ai 2 ou 3 questions en t'écoutant, Pauline, et puis ça peut recouper les préoccupations de Catherine dans son projet, elle aussi. D'abord, c'est les rapports entre les usages en ligne et les usages hors ligne. Dans ta recherche, Pauline, c'est déterminant parce qu'il peut se produire des décalages entre les deux réalités. J'aimerais que tu reviennes brièvement là-dessus. Quels sont les moyens dont tu disposes pour établir ou confirmer des usages en ligne et des usages hors ligne? Est-ce que tu peux peut-être nous donner des exemples? Je sais, pour l'avoir lu, que ta thèse foisonne d'exemples extrêmement intéressants. Mais c'est une première question. Donc, sous-entendu, comment est-ce que je vérifie ces décalages? C'est ça, en fait. Je pense que quelque chose, oui, c'est vrai que la présentation, dont la présentation ne traite pas directement, mais qui est une dynamique vraiment importante, c'est les allers-retours, en fait, entre les deux différents types de données. Donc, la manière dont la première portion de la méthodologie fonctionnait, c'est que je faisais mon recrutement. Une fois que les personnes avaient accepté de faire un entretien avec moi, là seulement, je faisais l'ethnographie de profil. Donc, je faisais une première ethnographie avec les 2 grilles que j'ai présentées principalement. Puis, de cette ethnographie de profil, parfois, quand ça me semblait pertinent, je tirais quelques petites questions. Une photo atypique. Le mot de passe, par exemple. Le mot de passe, évidemment, suscitait forcément une question d'entretien. Que sais-je, une expérience négative aussi, c'est toujours très intéressant. Une description, voilà, quelque chose dans une description qui me faisait me dire « Ah, voici quelque chose qui est manifesté en ligne, auquel ma grille d'entretien n'a pas pensé. » Je vais légèrement la modifier. Donc, il y avait un premier mouvement méthodologique comme ça. Je rencontrais ensuite les membres du réseau, je faisais l'entretien, puis dans l'entretien, c'est vrai que j'aurais peut-être pu le préciser aussi, je pense 1/3 de la grille d'entretien est dédiée à l'usage en ligne. Un bon tiers. Vraiment, on était une demi-heure à parler de « Mais comment tu choisis un profil? Qu'est-ce que tu regardes sur un profil? Est-ce que la vérification est importante pour toi ?» On sait aujourd'hui que non. Mais voilà, donc de ces entretiens-là venaient donc des informations évidemment sur les profils en général, des réponses parfois aux questions spécifiques que j'avais émergées, mais aussi et surtout, comme c'est souvent le cas en qualitatif, de nouvelles questions et de nouvelles observations. Et en fait, j'ai remarqué que la thématisation de l'entretien, parce que moi j'ai fait une thématisation de sens des entretiens, menait bien souvent à de nouvelles micro-observations de profil, si j'ose dire. Quelqu'un qui dit ah oui, moi je trouve ça extrêmement important que la personne elle mette quand même des photos où elle est avec les autres membres du réseau parce que c'est un profil couchsurfing et donc il faut quand même montrer qu'on est sociable. Je me dis ah tiens, cette personne-là elle a mis quoi comme photo sur son profil? Allez, puis je termine ma réponse là-dessus, le plus intéressant, je pense, c'est le rapport aux commentaires. Hein. On sait en sociologie du numérique que le système de commentaires est inefficace dans le sens où les gens mettent très peu de commentaires négatifs. C'est quelque chose qui fait consensus aujourd'hui dans la littérature. Donc, il ne marche pas trop.
mais c'était particulièrement intéressant en entretien d'avoir les gens décrire des expériences jugées comme négatives, désagréables, des fois de manière virulente, et en fait de retourner en ligne et de voir un commentaire positif sur la dite expérience. Voilà. Donc, je pense que, en bref, c'est l'aller-retour entre les différentes données qui était le plus fructueux au niveau analytique. Dans mon cas. Merci beaucoup. Merci bien. Sylvain, j'aurais une autre question. Est-ce que je peux y aller avec ma deuxième question? Bien sûr. Peut-être une réponse. Pour enchaîner là-dessus, donc, on comprend que le dispositif Couchsurfing, comme beaucoup d'autres du même type, favorise les commentaires positifs. Et puis, les usagers ont intérêt à afficher des expériences positives parce que ça entraîne des suites agréables, hein, dans leur prochain voyage, par exemple. Mais est-ce que tu as relevé des cas où des usagers faisaient part de commentaires critiques ou de commentaires ou soulevaient des questions par rapport au dispositif lui-même, aux limites ou aux contraintes liées au dispositif, suite à une expérience qui peut être positive, qui peut être négative? Est-ce que les usagers de Couchsurfing participent à l'amélioration du dispositif ou ils s'en remettent au dispositif tel que les gestionnaires leur offrent? Comment dire? En fait, quelque chose, peut-être deux parts à ma réponse. La première, c'est que j'ai essayé dans ma grille d'entretien, dans le but de capter ce qui est dans l'invisible, on va dire, ce qui est camouflé par le dispositif. Je me suis dit, après tout, je vais essayer de demander aux enquêtés qu'est-ce qui manque sur un profil Couchsurfing. C'est difficile comme question parce que ça demande une imagination, vous vous doutez bien, etc. Et en fait, la réponse était vraiment intéressante parce que souvent, les gens ont dit rien, il n'y a rien à changer, il n'y a rien à rajouter, je ne vois pas pourquoi. Au départ, j'étais perturbée parce que j'aurais pensé qu'il y aurait toujours une petite vérification en plus, une petite sélection qu'on rajouterait, qu'elle soit morphologique ou dans l'usage. Et en fin de compte, ces réponses-là m'ont fait comprendre que le profil, les gens en sont très conscients, n'est qu'un profil. Il y a une espèce de tension légèrement paradoxale entre, oui, il faut que la personne quand même, elle ait des références positives, je trouve ça important que les gens l'aient évalué sur le réseau, mais bon, par la même occasion, les mêmes enquêtés vont dire plus loin, bon, après les références positives, on sait que tout le monde n'a pas de références négatives, ils sont très conscients de ce genre d'usage. Et donc, en fait, il n'y a pas de contradiction en fait entre le profil tel qu'il est, parce que de toute façon, les gens finalement sont bien conscients que le profil ne peut rien leur dire de l'expérience qu'ils vont avoir. Voilà. Et alors, c'est ce que certains chercheurs et certaines chercheuses qui ont étudié la confiance dans Couchsurfing ont relevé aussi l'idée que, en fait, beaucoup se sont dit, mais comment les gens font-ils pour faire confiance à des inconnus en ligne, etc. Et en fin de compte, ce n'est pas si difficile parce qu'ils savent que ce qui se passe en ligne ne nous dit pas grand-chose, en positif comme en négatif, de l'interaction hors ligne. Et donc, les gens font suspendre la méfiance, comme le disent ces recherches-là, assez facilement. Voilà. Merci encore. Merci. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que la recherche en ligne a souvent besoin du hors-ligne pour faire une sorte de compensation, pour mieux comprendre les logiques qui peuvent être derrière la mise en avant de certains éléments. C'est là où arrive ma question qui va être pour les deux présentations, pour Catherine et Pauline, mais peut-être je t'entendrai Catherine en premier, parce que ça relève la question de la participation finalement. Dans le cas de Pauline, ce sont des gens, comme tu l'as dit, tu n'as pas demandé à des gens de mettre leur profil, mais dans le cas de Catherine, finalement, c'est la résidence qui crée cet espace sur Facebook, c'est la recherche quelque part aussi qui demande cette participation. Alors, je voudrais t'entendre là-dessus. Comment est-ce que comment ça se passe? Comment est-ce qu'on évalue comment on peut évaluer la participation dans ce cas-là? Ben,
Difficile. Je pense que en fait, ce que racontait Pauline sur ce qui est invisibilisé m'apparaît vraiment fort dans le sens où finalement, les gens qui ont participé à la résidence écrivain sur Facebook, à 90, j'ai pas les chiffres exacts, mais quelque chose qui s'approche de 90%, ne sont pas des étudiants et ne sont pas des professeurs à Saint-Laurent. Donc, ça a été la façon dont s'est constitué le groupe Facebook à travers des relais d'information par les gens qui étaient, donc par Frédéric Garry-Comeau qui a invité beaucoup de ses amis et par les réseaux de contact d'Artenzo, a créé un espace qui n'était pas nécessairement vécu comme accueillant pour les étudiants. C'est d'ailleurs ce qu'une des étudiantes, en fait l'étudiante avec qui j'ai réalisé un entretien m'a dit, elle disait « Je ne comprends pas qui sont tous ces adultes. » Donc, finalement, la participation dans ce cadre-là s'est fait de manière peut-être plus cachée, ce qui fait que à la lecture, en fait, du groupe Facebook, il y a l'air d'avoir une bonne participation, il y a de l'implication, il y a des réactions, il y a des commentaires, tout ça, mais quand on cherche vraiment la nature et la qualité de la participation des étudiants, c'est plus difficile. Je sais que les étudiants ont été très impliqués quand même dans la résidence telle qu'elle avait été amorcée au cégep. Donc là, en fait, je pense que une des parties, ou en tout cas, une des pistes d'analyse, ce serait de voir comment s'est faite cette rupture-là, en fait, et pourquoi ça a décroché autant. C'est plus là-dessus que je vais me pencher, mais c'est vrai que la définition spécifique de la participation m'apparaît en ce moment difficile dans la mesure où je pense que les clés de ce que c'est la participation sur Facebook sont très définies, sont très faciles à saisir, mais dans la réalité de ce que ça veut vraiment dire pour des étudiants de participer à ça. Puis peut-être juste une dernière note, mais de dire que la question de la distinction vie privée, vie publique au cégep, pour les professeurs, par exemple, se pose de manière accrue parce qu'il y a une distance qu'ils souhaitent être maintenue entre leur vie privée et leur vie publique avec les étudiants. Donc, c'est encore un autre aspect qui vient mélanger les cartes d'un groupe où tout le monde se retrouve mis à égalité. Donc, c'est comme un autre élément là, à considérer pour la participation. Oui, je rajouterais à ça que dans le cas des activités de médiation culturelle en général, la question de la participation, c'est évidemment central. Puis là, on se trouve devant un extraordinaire paradoxe, c'est-à-dire qu'on referme un peu l'accès aux activités en présumant que si nos activités migrent en ligne, on va rassembler une population très diversifiée, des jeunes et des vieux, des hommes et des femmes de différents milieux, alors que il y a des nouvelles contraintes qui viennent avec le dispositif. Et puis, à la limite, ça peut être même contraire à la volonté de démocratisation culturelle et de démocratie culturelle. Évidemment, les outils numériques sont un extraordinaire véhicule de démocratie et de démocratisation culturelle. Mais bien souvent, ce ne sont pas les publics spécifiques qu'on veut joindre qui ont accès à ces outils-là, en général. D'où la grande pertinence de penser en termes de dispositifs et d'usage et de faire attention à ne pas les mêler et aussi de faire attention à pouvoir bien comprendre l'impact du dispositif sur les usages, mais des usages sur le dispositif aussi. C'était très bien présenté, puis on le voit à travers toutes ces présentations. Je vais prendre une question de la salle. Alors, le temps file, donc je vais prendre une question de Mariana qui demande est-ce qu'on peut transférer... Oh, peut-être que Mariana pourrait la poser directement d'ailleurs. On peut le faire, vas-y. Merci. C'était une question pour Pauline, en fait. Je pense que merci pour ta présentation et je pense que tu as un peu répondu à cette question-là. Mais je voulais savoir si, au fil de ton étude, tu en as changé ta grille comme pour la modifier ou si tu en as tenu à être très rigoureuse. Je pense que la grille a sensiblement évolué. Je pense que tout outil méthodologique qualitatif devrait, à mon avis, une fois confronté au terrain. Mais par contre, la volonté de garder une rigueur d'observation, elle est restée.
obligatoirement, pour pas se laisser un petit peu submerger par le dispositif. Mais oui, obligatoirement, surtout en faisant en parallèle les entretiens et en ayant plein de discours sur l'usage, je me suis dit, ah, ok, j'ai oublié cette partie-là, je ne l'ai pas considérée comme importante, et pourtant, les gens ont l'air d'y mettre des choses. Par exemple, les mots de passe. C'est un des exemples où c'est venu après quelques entretiens, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est ça qui est intéressant, les mots de passe sont tellement bien cachés. Vous voyez comme quoi le jeu de mise en visibilité, il peut aussi venir des usages. Les mots de passe étaient tellement bien cachés que c'est une de mes premières enquêtées qui m'a dit « Oui, je leur demande c'est quoi leur film préféré. D'ailleurs, je l'ai mis sur mon profil. » Et je me suis dit bah, « J'ai pas vu ça, moi. » J'ai manqué l'information. Donc après j'ai regardé en effet le profil et il y avait bien l'information, mais qui faisait pas partie de la grille. Donc évidemment, ce genre d'anecdotes. Voilà, n'importe quel méthodologue doit adapter la grille, je pense, et donc elle a sensiblement évolué, mais pas son intention. Voilà. Est-ce que je peux poser la deuxième question pour tout le monde? Oui, oui, absolument. J'allais partir sur une question de ce type-là, ça sera notre dernière, mais je te laisse la parole, vas-y. merci. Donc, c'est une question pour tous. Donc, est-ce que les méthodologies de l'ethnographie en ligne peuvent s'appliquer aux entrevues en vidéoconférence? Et si je peux rajouter, pour reprendre ce que disait Louis tout à l'heure, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à faire ça? Parce qu'on est, donc, chercheurs, on est obligé en ce moment de faire des entrevues par Zoom. Donc, à votre tour de nous donner vos réponses là-dessus. Moi, spontanément, je dirais évidemment oui. Et puis en plus, ben là, il y a une composante qui se rajoute à l'herméneutique habituelle de l'analyse de la parole vivante. Il y a l'image, hein, la présentation de soi. Là, vous voyez que j'ai un décor bien particulier derrière moi. C'est très délibéré. Donc, etc. Donc, il y a l'image et la parole enregistrée. Ça donne lieu à des interprétations qui peuvent être très, très riches, évidemment. Pour compléter, oui, je pense absolument. Et je dirais peut-être, alors moi les entretiens n'étaient pas en ligne, mais je dirais qu'il ne faut pas hésiter, à partir du moment où on a toute la vigilance épistémologique que j'ai présentée en amont, il ne faut même pas hésiter à se saisir du dispositif comme d'une inspiration méthodologique. On peut faire plein de choses avec le chat, il y a des réactions, je sais, des petits icônes, des émoticônes, etc. Le dispositif méthodologique peut absolument et entièrement se saisir de ça avec la bonne vigilance épistémologique et analytique, oui. Mais qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd, ça, il faut un terrain. Il faut un terrain pour pouvoir répondre à cette question-là, vraiment. Moi, peut-être en conclusion vraiment rapidement. D'une part, j'ai lu un article assez intéressant sur les intérêts de réaliser des entretiens en ligne, par écrit, par chat, et les avantages et inconvénients de chacune des méthodes sont quand même intéressantes. Entre autres, la perte de participants au fur et à mesure des entretiens. En fait, des données interrompues par entretien, par courriel, par exemple, parce qu'il va y avoir un premier échange, puis les questions de suivi donneront pas lieu à des réponses. Et donc, en fait, tu te retrouves avec des données incomplètes. Donc, ça pose certaines questions. Il y avait des questions aussi sur l'autorité qui vient avec le fait d'avoir une assurance ou c'est une forme de pouvoir sur la façon dont la parole est présentée. À l'écrit, les gens se présentent différemment que quand ils parlent et les données qu'on récupère. Et ça pose des questions intéressantes sur l'autorité du chercheur dans le compte-rendu de la façon dont sont présentées les paroles et dont les participants peuvent eux-mêmes se mettre en scène dans ce cadre-là. Donc, je pense qu'il y a des réflexions à avoir. Quant aux entretiens via Zoom, peut-être que c'est le manque d'expérience, mais j'avoue que d'une part, comme chercheur, quand je réalise un entretien, je suis très impliquée dans l'écoute de l'autre. Donc, la capacité d'analyse en plus du dispositif et tout, quand c'est pas enregistré, ça m'apparaît quand même un sacré défi. Puis ça, c'est peut-être la dernière note aussi, c'est que d'enregistrer la voix, c'est pas la même chose que de demander aux gens de les filmer. Donc, la captation et l'accès à ces données-là a posteriori ne sont pas les mêmes. Donc, je pense que ça pose des questions éthiques, effectivement,
par rapport aux outils qu'on choisit de mobiliser pour nos recherches. Absolument. Merci beaucoup, Catherine. Il y a une demande, si tu peux partager le lien Oui, de l'article. je fais ça tout de suite. Je cherche dans la bibliothèque Zotero. Je vois qu'il y a mon collègue Elias qui aimerait poser une question. Je ne sais pas si on a le temps encore. Alors, non, je pense que j'ai eu la réponse. On n'a pas trop le temps, mais j'aimerais bien qu'on les pose à toi et à Pauline, si c'est possible, une fois que la rencontre est terminée. Non, posez-la. Vous pouvez la poser maintenant. Ouais. J'en ai plusieurs, mais sélectionnez la meilleure. Choisir la meilleure. En tout cas, il y en a qui sont, la plupart sont épistémologiques, là, donc ça va être long. Donc, je sais pas, moi, je vais y aller avec une qui est trifocaldienne, parce que visiblement, on est là-dedans. Quand on dit qu'on veut détecter ce qui est caché dans l'ombre du dispositif, quel est notre point de comparaison pour qu'on puisse voir ce qui est dans l'ombre et ce qui ne l'est pas dans l'ombre? Parce qu'on arrive à le faire, parce qu'on revient à ses écrits des années 60 et 70. Il travaillait beaucoup sur des textes, dans ce cas-là, et quelques images, mais la question de l'ombre et de ce qui brille par son absence ou par sa présence, etc. Comment est-ce que dans un outil sémiotique, en tout cas dans un artefact sémiotique comme celui présenté, on peut vraiment parler d'une sorte d'ombre? Je pense que personnellement, moi, quelque chose qui m'a énormément aidé en fait avec les profils et qui en effet ne peut peut-être pas être fait pour toutes les recherches, c'est la connaissance du réseau sur le moyen terme et donc la connaissance de ce à quoi la morphologie ressemblait il y a des années en fait. J'ai essayé de donner ça quand j'ai présenté les deux profils à un moment dans une des diapositives. J'ai montré le profil de 2020, profil de 2014. On peut déjà sensiblement en fait voir des différences. L'idée de comparaison entre ce que le profil a été et ce que, pour une raison ou une autre, il est devenu en fait, est déjà très riche comme ça. La vérification, par exemple, je pense que c'est un exemple intéressant. Avant, c'était très discret. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout discret. Ça, c'est un des, je pense, moyens les plus efficaces pour comparer. Il est vrai que sur un réseau beaucoup plus récent, en fait, comment dire, j'essaye, moi, de me demander un peu comme pour le bouton Facebook, qu'est-ce qui pourrait faire sens dans cet univers-là? Qu'est-ce qui ferait sens hors ligne, par exemple? Le fait que les gens soient d'accord et pas d'accord, mais qui n'est pas retranscrit dans la morphologie. Donc on est encore dans du continuiste, finalement. Mais c'est pour ça que je parlais dans les écueils de l'absence de contextualisation. C'est un jeu de l'esprit en essayant de se dire, ce contexte-là de rencontre entre inconnus, par exemple, pour moi, pour le couchsurfing, hors ligne, qu'est-ce qu'on aurait comme info? En ligne, qu'est-ce qui nous est présenté? Personnellement, durant la thèse, c'est ces deux dynamiques comparatives-là que j'ai mises en place pour essayer de un peu plus capter l'ombre. Parce que clairement, en demandant aux enquêtés, ça ne marche pas. J'ai essayé. Si je peux me permettre, c'est un point qu'on a aussi dans les enquêtes purement hors ligne. Ce qui est mis de l'avant, ce qui est donné n'est pas nécessairement la totalité de ce qui est. Ce qui est différent, c'est qu'effectivement, dans le en ligne, on a une trace. On a une trace qui est, comme tu disais, Pauline, quasiment définitive, même si elle peut être changée. C'est ça, je pense, qui transforme le point. Je vais passer la parole à... Merci beaucoup pour cette discussion. Merci à toutes et à tous d'y avoir participé. Elle pourra se continuer, je pense, après. Mais je vais laisser la parole à Elsa pour la dernière partie de notre midi démo. Oui, mais moi, ça va être un point très, très rapide. En fait, c'est juste pour préciser à tous celles et ceux qui sont encore avec nous que donc, la discussion d'aujourd'hui a été enregistrée et vous allez pouvoir la retrouver en fait sur le Padlet du Centre Artenso. Donc, le Padlet, c'est une plateforme numérique collaborative que nous avons lancée au mois de mai dernier. Je vais vous montrer ça tout de suite en partageant mon écran. Alors, juste un instant.
Voilà. Et voici, donc en fait, c'est ça, les liens ont été mis dans la discussion par Sarah et par moi, donc vous allez pouvoir le retrouver assez facilement. Donc en fait, pour l'instant, cet espace-là, il nous permet surtout, et il vous permet, c'est sûr qu'il y a plus de chercheurs qu'à l'habitude à ce midi démo spécial recherche qui est un peu hors série, mais c'est ça en temps normal. En fait, les midi démos, c'est des formations sur la médiation culturelle numérique. Donc, on va inviter des gens à venir parler de leurs expériences avec des outils numériques qui va permettre en fait aux praticiens et aux praticiennes de pouvoir se les approprier pour pouvoir les utiliser dans leur pratique, quelle qu'elle soit. Et donc, en fait, là, c'est ça. Le Padlet nous permet à la fois de centraliser en fait tous les midi démos que vous allez pouvoir trouver ici dans l'espace bureau. Donc là, vous allez pouvoir voir le premier cycle de midi démo que nous avons fait donc, au printemps dernier. Donc, on avait effectivement parlé des espaces numériques collaboratifs. On avait parlé du montage vidéo, on avait parlé du montage audio aussi avec les balados. Et donc là, vous allez pouvoir trouver en fait la table ronde aussi qu'on avait organisée sur la médiation culturelle à l'ère du confinement. Puis vous allez pouvoir retrouver en fait le midi démo d'aujourd'hui et les prochains de ce deuxième cycle à cet endroit-ci. Je vais revenir en fait sur la page principale du Padlet pour vous présenter rapidement l'autre espace, les deux autres espaces qui pour l'instant forment le Padlet ou la maison virtuelle. Donc c'est la cuisine. Dans la cuisine, en fait, vous allez avoir toutes sortes de ressources en fait qui vont vous permettre de... déjà, il y a les ressources effectivement qui ont été citées dans les midi démos, mais aussi un certain nombre de ressources, par exemple avec des scénarios pédagogiques qui peuvent... c'est ça, en fait, c'est vraiment au service des médiateurs et des médiatrices de la culture. Donc, il y a des fiches pratiques, des guides d'accompagnement, des initiatives qui ont été prises ou des articles qui réfléchissent à comment adapter en fait toutes ces activités-là au confinement et puis aux nouvelles règles sanitaires, etc. Et puis, le troisième espace qui va être assez rapide, c'est le salon. Donc là, en fait, c'est un espace de chat. Donc, si vous avez des questions à poser, soit sur le midi démo d'aujourd'hui, s'il vous manque, par exemple, une référence qui a été citée, il ne faut vraiment pas hésiter à venir poser la question directement dans le chat. Et puis, il y aura quelqu'un, soit de la maison, soit Pauline, qui viendra vous répondre, ou les intervenantes et intervenants d'aujourd'hui, qui viendront vous répondre directement. Voilà, c'est tout pour moi. Je vais repasser la parole à Eva pour la conclusion de ce j'en ai midi. marre, je peux perdre du temps. Je ne peux que remercier tout le monde, la qualité de vos interventions, les invités, les participants, merci. Et puis vous donner rendez-vous, on recommence avec notre série régulière dès la semaine prochaine, le 7 octobre, avec Elsa, c'est bien, avec le musée ambulant. Absolument. Voilà. Alors, bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir. Merci à tout le monde. Merci. Merci beaucoup, à la prochaine. Merci à tous et à toutes. Merci.